Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. C'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente une Corvette C2 assez spéciale avec à l'arrière le split windows. Je remercie énormément American Car City Classics pour le prêt de cette voiture et de nous permettre de pouvoir l'essayer. On va comme d'habitude faire un tour assez détaillé de cette voiture. Mais chez American Car City Classics, on peut retrouver tout ce qui est ancienne. Il y a la partie un peu plus récente avec des Corvettes qui sont C6, C5, etc., C7, C8 même. Et dans la partie classique, vous allez pouvoir retrouver des belles Camaro, des beaux Chevrolet, ce genre de voiture. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Des Mustangs, des anciennes Mustangs. Il y a le monsieur de American Car City Classics juste derrière qui peut me dire un petit peu et qui peut me donner encore plein d'informations parce que Olivier, il s'y connaît vraiment sur ces voitures et si vous y allez, vous allez rencontrer un passionné qui va pouvoir vous en parler. Et si vous en voulez une, n'hésitez pas, il y a le site internet qui détaille pas mal de choses. Alors, il y a eu la Corvette C1 avant, vous savez, celle qui faisait un petit peu Elvis Presley, tout ça, vraiment le LA de l'époque qu'on voyait dans les films et qu'on peut voir encore quelques-unes en France. Des fois, il y en a des assez sympas. La Corvette C2 était produite de 1963 à 1967, surtout celle-ci dans les premières. Ce qu'il faut savoir, c'est que la C2, c'est la première qui a été conçue en version coupée, puisque de base, c'était que des cabriolets. Et en plus, ils ont fait ce split windows à l'arrière. Donc vraiment, les premiers modèles, il y en a eu un petit peu plus de 10 000 produites. Et les C2, en totalité, il y en a eu un peu plus de 117 000 produites, à la fois en coupé et en cabriolet. Environ 45 000 coupés et 72 000 cabriolets. Puisque oui, aux États-Unis, ils aiment bien décapoter, prendre le soleil, il fait beau, il y a des belles routes, autant en profiter. Actuellement, une comme ça, une split windows, ça vaut à peu près 2 fois le prix d'une version normale. Au niveau du tarif de celle-ci, on est aux alentours de 150 000 € à peu près. Donc c'est un beau modèle, celui-ci a été restauré. Comme vous pouvez voir, on a une belle carrosserie, une belle peinture à l'intérieur qui est vraiment nickel, le moteur également. Donc ça aussi, ça contribue. Lorsque vous voulez vous acheter une voiture de collection, il faut faire assez attention à l'entretien, les révisions, etc. Et surtout bien regarder le châssis, tout ce qui est éléments techniques et mécaniques, mais aussi le matching numbers. Le matching numbers, c'est ce qu'on dit. C'est par exemple, vérifier que la porte, elle aille bien avec cette voiture, que le moteur aille bien avec cette voiture et qu'il n'y ait pas eu de changement parce que comme c'est vrai que c'est vieux, alors selon les entretiens, il y a des gens qui ont pu changer le moteur, la boîte, le pont, etc. Et le matching number, c'est assez important, tout comme la couleur. Avoir une voiture de la couleur d'origine, ça aussi, ça va jouer énormément sur la cote de votre voiture. Au niveau des motorisations, alors je vais vous ouvrir le capot, regardez à quoi ça ressemble là-dessous. On a eu à cette époque-là un moteur V8 5,3 litres, mais petit à petit qui a évolué. On a eu à partir de 250 chevaux, on a eu ensuite 300 chevaux. Le modèle qu'on a aujourd'hui, c'est écrit dessus, on a 340 chevaux et il y a eu aussi une version 360 chevaux. Et à partir de 1965, on a commencé à voir les big blocks. Le premier, c'était un 396 6,5 litres et ensuite, à partir de 1966, on a eu le 427 qui était un 7 litres. 7 litres en V8, ça commence à faire assez sympa. V8 7 litres, actuellement il n'y en a plus beaucoup. Alors je me rappelle, il y a une Corvette Z06 qu'on a essayé sur la chaîne, la C6 Z06 avec un 7 litres, ça c'était sympa. Mais dites-vous qu'à l'époque, en 1966, ils faisaient déjà ça. Ça devait être la folie, et ça devait bien ronronner dans les villes à l'époque aux États-Unis. Lorsqu'ils ont créé cette C2, c'était inspiré de plusieurs concepts créés par Larry Shinoda avec le Mako Shark. Le Mako Shark, c'était un petit peu cet avant de requin. Et il y a aussi, vous savez, si vous suivez un petit peu les Corvettes, vous avez forcément entendu parler, le Stingray. Ça, je vous montrerai ça à l'arrière. On a vraiment cette forme. Le Stingray, vous savez ce que c'est? C'est cette grosse raie. Ça a vraiment la forme avec la queue très très longue. Et ensuite, à partir de 1964, ils ont arrêté cette split window à l'arrière pour en faire juste une seule grande fenêtre parce que certains propriétaires se plaignaient de ne pas voir très bien. On verra ça pendant l'essai ce que ça donne. Au niveau des dimensions de la voiture, on a une voiture qui fait 4,45 m de long, 1,77 m de large. Comparé à certaines américaines, ça reste plutôt contenu comme gabarit, et 1,27 m de haut. On a une carrosserie, vous pouvez l'entendre, entièrement en fibre, donc toute la carrosserie, le capot, toutes les ailes et autres, tout est en fibre, pas d'alu, pas d'acier ou quoi que ce soit. L'avantage qu'on a là-dessus, c'est que ça rouille pas. Sur une vieille voiture, ça peut être quand même assez intéressant. Après, par contre, ça travaille forcément un petit peu plus que de la carrosserie en tôle. Au niveau du poids, on a un poids entre 1400 et 1500 kg à quelque chose près sur ces voitures. Donc, même si on avait des gros V8, ça reste des poids plutôt contenus. Ça aussi, ça joue avec la carrosserie en fibre. Et au niveau de l'empattement, on a un empattement de 2,49 m sur cette voiture, ce qui était plutôt bien parce qu'on n'a que 2 places ici à l'arrière. Alors sur l'avant, vraiment un trait caractéristique ces Corvettes. Et puis comme on peut le voir là, c'est vraiment un endroit plat mais qui est énorme. Enfin, moi je fais 1,80 m là. En gros, souvent quand on fait ça, normalement on a la même taille
comme ça, vous le saviez ça. Bon, il y a quasiment 1,80 m là de l'avant jusqu'à la fenêtre, c'est énorme donc pour cacher ce gros V8 ici. On avait des faux entrées d'air ici, alors c'est juste pour la déco, hein. C'est dessiné avec un petit peu de chrome, ça a été arrêté un petit peu après également. Des feux ici escamotables, regardez, je vous montre, c'est quand même plutôt cool, hein. Ça on ne le fait quasiment plus maintenant sur nos voitures récentes. Le logo, il fait Corvette. Du chrome, parce que bon, le chrome aux États-Unis c'était toujours un petit peu la loi là-bas. Des clignotants qu'on a sur les extrémités, mais ces feux, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez bien ce genre de feu ou pas? Alors, petit truc atypique, alors j'aime bien trouver les petits détails comme ça, c'est regardez, les essuie-glaces ils sont tout petits et on les a de chaque côté, donc ils balayent comme ça et pas comme ça. Assez fun. Ici, un entourage chroméen sur tout ce qui est la fenêtre et on a un petit bout ici qui vient de commencer déjà à diviser la carrosserie sur le haut et qui va venir se finir tout à l'arrière de la voiture. On peut voir des ailes bien bombées ici, donc avec les passages de roues. Donc la suspension remonte ici. Au niveau de la suspension, on a des suspensions à ressort à l'avant et une lame transversale à l'arrière. Alors souvent, si vous connaissez un petit peu les suspensions à lame, c'est dans ce sens-là de la voiture, indépendamment roue par roue. Là, ils ont mis une lame sur l'essieu arrière de cette façon, avec les roues qui peuvent quand même jouer indépendamment, mais avec des lames de cette façon. Petit détail, on a un seul rétroviseur de ce côté-là. À l'époque, c'était rare d'avoir des rétroviseurs de chaque côté. C'est pareil, je ne sais pas si vous connaissez, il y a par exemple la Ferrari Testarossa. Elle est très très connue parce qu'elle a un seul rétro de ce côté-là. Et après, il y a eu celle où il y avait des deux côtés. Mais vous pouvez quand même l'avoir en option de l'autre côté. Sur le côté, là, vous ne pouvez pas me dire que ça fait quand même pas rêver ce design très sexy des Américaines. Alors moi, en plus, j'adore ce genre de voiture. Capot très long, deux places ici, assis quasiment, hein. Lorsque vous êtes assis ici, les roues arrière juste derrière. Donc à l'époque, à mon avis, sur les petites routes, quand on devait s'amuser, ça devait être bien sympa parce qu'on devait bien sentir l'arrière glisser. Ce qu'il faut savoir sur cette voiture, c'est qu'on a 4 freins à tambour de chaque côté, pas d'assistance. Et ensuite, à partir de 1965, si je ne dis pas de bêtises, on a commencé à avoir des freins à disque aux 4 coins. Petit à petit, avec les technologies, ça s'améliore et le freinage s'est amélioré également. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on est quand même assez loin, hein. Vous savez qu'on est en 2022. 1963, c'était il y a... Ah, j'étais vraiment pas né, moi. Je sais même pas si mon papa était né. Empattement, donc comme je vous disais, 2,49 m, ça assoit quand même bien une voiture, donc ça veut dire qu'à haute vitesse, on avait quand même une bonne stabilité. Après, vous connaissez un petit peu la réputation des Américaines. On va voir ce que ça donne lorsqu'on sera sur route avec. À l'époque, sur ces roues ici, alors normalement, c'est du 15 pouces, si je dis pas de bêtises. On a des pneus diagonaux. Diagonaux, c'est pas comme on a sur nos voitures de nos jours. Alors déjà de nos jours, on peut voir qu'ils sont plus fins, là ils étaient déjà plus épais. Ça va jouer également ça sur le confort de la voiture parce que on peut avoir plus d'élasticité sur cette partie, mais surtout on a la bande métallique qui est seulement sur la bande de roulement et pas qui vient tout le long du pneu. Donc ça va faire en sorte que la voiture, forcément, elle va jouer un petit peu plus lorsque vous allez être en appui. Donc le pneu va se déformer un petit peu plus et on a surtout des épaisseurs de bande de roulement beaucoup plus fines. Donc un comportement aussi assez différent. Et si vous voulez la faire glisser un petit peu de l'arrière, je pense que c'était quand même beaucoup plus facile qu'avec des pneus par exemple aujourd'hui en 300 de large, ça n'avait rien à voir. Là aujourd'hui on a des enjoliveurs ici avec l'écrou central là, donc à l'époque vous savez on pouvait taper, donc aujourd'hui c'est juste pour faire joli, mais c'était une option, en tout cas là derrière cela, on a 5 écrous comme on connaît sur les voitures récentes. Petit truc aussi sympa que j'aime bien, alors c'est la poignée ici, et regardez on a le haut de la porte qui vient, alors ça c'est joli. Il y a les Ford aussi, vous savez, les Ford GT40, où il y avait vraiment cette porte qui va remonter beaucoup plus loin. Là, on a un peu le même principe, en plus court. Bon, ce qui est bien, c'est que là, ça va être beaucoup plus facile et on va pas se coincer la tête. Et surtout, on a plus de place aussi que dans une Ford GT40. Hein. Et par contre, quand vous claquez, il n'y avait pas le bruit de tous les joints où c'était comme sur une BM, par exemple, de nos jours. Hein. Là, on sent qu'il y a quelque chose, c'est mécanique, on entend les ressorts, etc. C'est plus plaisant quand même. Sur le côté, on a des petits appendices ici, alors qu'ils ne sont pas des vraies prises d'air. On les a là également. Alors c'est plus pour faire joli. Et ce long bas de caisse ici. Et là, on arrive sur une des plus belles parties de cette voiture. Pour moi, c'est l'arrière avec ce split windows. Split, ça veut dire qu'on coupe au milieu. Souvent, c'est split, hop, on split en deux. Et là, on a vraiment cette partie. Donc, Stingray. Parce que regardez, comme vous pouvez voir ici, on a cette queue de raie ici qui vient jusqu'au bout. Et avec cette partie un peu plus large, en gros une raie, vous avez déjà vu une raie Manta à la télé, forcément si vous regardez National Geographic, vraiment un toit très large et cette partie-là, mais waouh. Et après, vraiment on sent qu'il y avait vraiment quelque chose de recherché dans le design arrière et là tout revient sur l'arrière,
tout devient très très fin ici, avec ces petits feux. Alors ça, je les trouve canon. Sur les C1, il me semble que ça ressemblait aussi un petit peu à ça, avec toujours du chrome, ces grosses parties chrome ici, et les 2 échappements à l'arrière. Donc là, on a vraiment ça fait un petit peu sorte de diffuseur comme on peut retrouver sur les voitures sportives. Ça remonte ici, avec des parties bien plus proéminentes. Ça, c'est plus pour ce qu'il y avait aux États-Unis aussi. Il fallait des bumpers un petit peu plus poussés que ce qu'on avait en Europe. C'est canon. La plaque ici avec le format américain, j'adore. Le petit rappel Corvette Stingray ici, pour vous rappeler ce que c'est, mais il n'y a pas le modèle. Si vous ne connaissez pas vos Corvettes, vous ne saurez pas que c'est une C1, C2, C3, C4. C'est pas écrit. En fait, je crois que ça n'a jamais été écrit sur une Corvette. Et en plein centre ici, on retrouve la trappe à essence qui se trouve juste ici, et on soulève et on arrive à l'endroit pour remplir le réservoir. Et là, vous allez pouvoir mettre un petit peu de 98 parce que normalement le V8 ça boit un petit peu, mais quel plaisir de l'entendre à l'arrière chanter un poil. Bon, on vous fait plaisir, je vous la démarre, enfin Olivier vous la démarre, il va vous faire écouter cette petite mélodie douce et joyeuse. Vous entendez ? Ce V8, vraiment cette façon de tourner très très spécifique et très caractéristique. J'ai très hâte de l'essayer, vraiment. Et le dernier petit détail dont je ne vous ai pas parlé, mais je pense que vous l'avez vu, c'est cette antenne. À l'époque, on était fan des antennes télescopiques comme ça qui montaient pour pouvoir capter la radio. Vous imaginez ? Écoutez Elvis sur la route 66, la radio là, un petit coup de la portière, le V8. Nickel, donc là normalement pour l'extérieur, oh, la porte est ouverte. Bon bah il va falloir forcément aller s'installer à l'intérieur. Bon, je vais vous montrer en détail tout ce qu'il y a, donc ça. Alors à l'intérieur, on a le verrouillage de la porte ici. Il faisait des belles poignées quand même à l'époque et des beaux boutons. Simili-cuir partout ici à l'intérieur et comme les sièges, donc je vous remonte ça après, petit accoudoir là. Avec pareil toujours un petit peu de chrome, il fallait que ce soit brillant et je trouve que ça va super bien, le contraste bleu brillant ici. La poignée pour la fenêtre, donc la principale, deuxième poignée ici. Alors regardez ça, je trouve ça juste extraordinaire. La poignée pour la custode ici, qui s'ouvre et qui tourne surtout, ça c'est extraordinaire. Le petit rétroviseur à cet endroit-là. L'ouverture de la porte, donc on tire ici sur la poignée. Une sorte de moquette sur le bas et comme vous pouvez voir, hein, la voiture est en très très bon état pour une voiture de cette année-là. Même pareil, hein, on peut voir ici au niveau de l'intérieur, du passage, des bas de caisse, enfin la voiture est nickel. On peut voir une petite lumière là-bas qui s'allume, c'est l'éclairage lorsqu'on a la porte ouverte. Et on va aller à l'intérieur. Donc siège simili-cuir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les sièges basculaient comme ça, donc on avait un accès très très facile à l'arrière. Donc franchement, vous voulez partir en vacances, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vos bagages, et regardez l'espace qu'on a. Ce qui est extraordinaire, c'est donc ce split windows ici. Donc avec cette partie, on a pareil une lumière sur le haut. De la moquette un petit peu partout, pareil, hein, elle est vraiment en très très bon état cette voiture. On peut voir ici une partie du châssis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, le siège ne se verrouille pas ici. Allez, on va s'insérer à l'intérieur. Alors, les grands volants, alors ça j'adore ces grands volants ici, tout fin, donc on le prend vraiment du bout des doigts comme ça. Derrière, on a toujours les petites cannelures ici pour les doigts. Chevrolet Corvette avec le logo. Alors regardez. Non, c'est juste waouh. Le petit rétro sans bord, par soleil ici, donc il fait bien le job. Il est tout petit, mais il fait bien le job. Le toit, pareil, hein, couleur intérieure, vraiment partout. Donc cette voiture, hein, elle a été refaite entièrement et elle est nickel. De ce côté-là, on va voir les lumières, on va voir de quoi allumer les lumières. Là ici, on va voir de quoi monter ou tirer pour ouvrir les lumières et ensuite on les allume en tirant de cette façon. Ça se met ici, lights. Donc si vous n'avez pas ouvert les phares escamotables, vous allez éclairer l'intérieur des phares. Ici, on a le niveau de la batterie, le niveau d'essence. Wipers, c'est les essuie-glaces. Ici, la vitesse à laquelle on va rouler en miles, le compteur, le compte-tour, le lighter, c'est parce qu'à l'époque, il fallait absolument fumer. Donc, le petit allume-cigare ici, la pression d'huile et la température d'eau. On démarre la voiture à cet endroit-là. Le frein à main ici et ça, donc on a des petites, je sais plus comment on appellerait ça,
tirette exactement, pour pouvoir amener de l'air dans l'habitacle pour moi ou pour mon passager. Ici, donc, on a une partie un peu plus comme ça. Les essuie-glaces, comme je disais, donc, qui balayent en opposé. Ici, on a l'heure. J'aime beaucoup avec, regardez. C'est mécanique et en plus, elle tourne. Et j'aime beaucoup cette façon de tourner plutôt que le tac, 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 tac. Là, c'est très fluide. Le fan, donc ça, c'est pour la clim ici. Le volume pour la radio, puisque là, on a la partie radio, donc AM, FM et tuning qu'on pouvait changer ici pour écouter la radio. Un petit peu d'air qui arrive sur les côtés via ces petites extractions ici. Le levier de vitesse, donc on avait deux choix à l'époque, soit une boîte automatique 2 rapports, soit cette boîte manuelle ici, 4 rapports. Donc on peut le voir ici avec la grille, le reculer là-bas, et 1, 2, 3, 4. Donc on peut le voir ici, si on touche, et avec un tout petit levier, la partie pour déposer ses cendres, et une partie ici toute métallique, très jolie. Un petit accoudoir ici pour se reposer qui est assez bas, donc on ne pourra pas forcément poser son coude. Il y avait quand même la boîte à gants. Boîte à gants assez spacieuse, on peut quand même y mettre quelques petites choses. Et vous avez vu, il y a une casquette aussi pour le passager. Alors ça, je ne sais pas si c'était prévu pour plus facilement, par exemple, quand ça passait en Angleterre, qu'il puisse mettre un volant ici, ou si c'était juste pour faire joli. En tout cas, c'est assez sympa. Au niveau du pédalier, donc 3 pédales sur cette version, puisque c'est une boîte manuelle. L'accélérateur avec le pivot sur le bas. Donc ça, c'est très sympa. Déjà à l'époque, il le faisait comme ça. La pédale de frein ici. Donc comme je vous disais, frein à tambour, non assisté et l'embrayage. Oups, on était en première. Ici, qui n'est pas trop dur. Bon, il reste plus qu'à les laisser, ces voitures, et voir ce que ça donne sur la route. Mais j'ai vraiment hâte. Bon, on est parti dans cette Corvette. Bon, bah, merci d'être là. Hein, et puis merci avec plaisir. Faire découvrir cette belle voiture. Alors, ceinture ventrale. Voilà, ventrale d'avion. Exactement. Comme dans l'avion, si vous avez l'habitude. Les sorties de secours se trouvent par là. Ouais, c'est pas... Si, il faut serrer, sinon tu peux passer dessous. Non, on va pas aller si vite que ça. Bon, clairement, déjà, en plus, si vous y allez à l'égal avec le siège. Bon, alors là, on était en première. On va se remettre au point mort déjà dans un premier temps. Quoi démarrer le moteur ici. Donc, comme une voiture normale. Hein. Ouais. Elle démarre au quart de tour. Bah oui. Mais attends, quand c'est en bon état, ça marche. Hein. C'est beau. Et donc ça, c'était le frein à main. Donc... Là, c'est bon, il est défait. Il est défait, tu vois, tu as le voyant ici qui est éteint. Donc ok. Bon. Le volant, donc c'est à l'époque, on ne pouvait pas régler les volants. Hein. Exactement. C'est différent, c'est un grand volant qui vient juste à ras des cuisses ici. Faut pas être épais. Pas de direction assistée. Oh, ça va encore, c'est pas encore débile encore. Ça va. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à rouler. Hein. Allez, c'est parti. Donc première, c'est 1, 2, 3, 4. En haut à gauche. L'embrayage, comme je disais, il est assez dur, mais ça va au final. Par contre, c'est très spécial, c'est tout doux. Ouais. Bah, quand il n'y a pas de jeu dans la boîte, encore une fois. Ah ouais. C'est ok, assez bluffant. Et puis bon, comme on a un gros V8 normalement, t'as pas besoin de patiner autant. Ouais, tu verras que... Voilà. Oh là là. Je conduis une Corvette C2, c'est assez extraordinaire. On est sur une route pas mal bosselée. Bon, on a une voiture qui a été refaite. La vache. Alors les pédales, par contre, faut faire attention avec des grosses chaussures. Ouais, elles sont proches. Ouais. Et on va y aller tranquillement. Donc pas de direction assistée comme je disais. Donc il faut quand même l'emmener. On a un volant très très fin. Ça c'est ce qu'on retrouvait sur les vieilles voitures. Alors ce qui est bien avec les gros V8, c'est qu'on peut conduire très bas dans les tours. On peut rouler vraiment sur le couple. Ouais. C'est exceptionnel. On sent l'odeur de l'essence, on sent qu'il se passe quelque chose. L'huile chaude et l'essence. Alors effectivement, là je vois que derrière on a un gros 4x4, alors je sais pas si vous le voyez. Donc en fait là-dedans, première chose que je me rends compte, c'est ça, c'est le ponton central. Le ponton central, exactement. Et bah ça cache quand même pas mal de choses. Oui, mais c'est de l'art déco. Mais c'est pas grave. C'est très joli, effectivement. C'est d'avoir les qualités de ses défauts, ça s'appelle. Oh, la direction, ça n'a rien à voir avec une voiture de nos jours. Mais je pense qu'à l'époque on devait quand même avoir la classe avec ça. Il faut aussi faire le gabarit. Alors on a quand même une grosse voiture, mais comme on voit bien les ailes, on sait à peu près où on va mettre la voiture. C'est une grosse voiture. Non, c'est ce que je dis, c'est il y a quand même un certain gabarit. En fait, comme il y a plein de choses fines, on a l'impression que c'est quand même assez gros. Ah ouais. Et on a un très long capot.
C'est surtout le capot que je Je trouve. vais te faire essayer une Charger ou une Roadrunner, tu vas voir ce qui est gros. Et on voit super bien les ailes. Ouais. Ah oui, c'est gros plan sur la main. Les ailes bombées. On a le petit rétro ici, tout petit. Donc on a 4 freins en tambour. Il faut appuyer un petit peu dessus pour que ça freine, mais comme on le disait tout à l'heure, c'est une voiture d'époque, donc pour l'époque, à mon avis, ça devait quand même être C'est bien. ce qu'il y avait, ouais. Doucement avec les à-coups, hein. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a quand même un gros moteur là. Bah oui. Et comme il est légèrement optimisé, disons. Donc 340 chevaux. Ouais, 340 chevaux, mais cette fois en sortie de vélo réelle au dyno test. Ok. Donc c'est pas 340 chevaux SAE à moitié bouffé par les accessoires, etc. Non, on est vraiment en sortie. Et là on peut rouler bas dans les tours à 1500 tours minute et c'est agréable. Et si on veut un petit peu de relance, ah oui, Oui, allez, oui, non, à mais peine oui, effleuré l'accélérateur. Tu peux y aller, oui, bien sûr. Ça t'allonge, regarde. Tu vois, t'accélères fort et le contour il grimpe pas si vite que ça, tu vois. C'est vrai. Et c'est beaucoup d'allonge, c'est l'avantage du V8 américain, bien sûr. Ah oui, c'est quand même très sympa. Après, tu verras que la direction assistée, enfin, dans le cas présent, non assistée sur une voiture de ce style, ça devient un avantage. Quand tu veux te garer ou tu es en ville, ça peut être un inconvénient si tu n'as pas de bras. Par contre, en conduite appuyée dans les virages, etc., tu ressens beaucoup mieux la voiture. Ok, Qu'avec une direction assistée d'époque qui était surmultipliée. d'accord. Et donc ça flottait tout le temps, tu étais obligé de rattraper. Quand tu regardes les films américains des années 60-70, tu vois toujours les acteurs en train de faire comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est pas pour rien, c'est que les voitures c'était comme ça avec la direction assistée. Ok. Non Plus assisté. les pneus aussi. Alors les pneus aussi, mais même quand ils avaient les pneus radio, ça faisait ça. Ok. Tu verras, si tu accélères plus fort, vas-y, prends de la longe, prends de la vitesse. Il y a des virages plus loin. Vas-y, lance. Tu vois, ce qui est bien, c'est que ça pousse. Et regarde ton contour, il prend 100 tours, 200 tours maximum. Complètement. Et enfin, on sent qu'il y a de la longe, la boîte elle Bien est sûr, longue, parce qu'il n'y a exactement. que 4 rapports en plus. Ouais, tout à fait. Et puis même là, en 4ème, je suis bas dans les tours. Et, alors déjà, l'accélérateur, la course est très petite, c'est impressionnant. Ouais. Franchement, on a ça d'accélérateur, et j'appuie à peine, et on sent que... On a l'impression que ça ne veut jamais s'arrêter. Vas-y, passe un peu le virage, là. Voilà. Vas-y, passe, passe. Voilà. Est-ce que tu sens un peu mieux la direction quand même là? Ouais, carrément. Tu vois? vrai. Bon bah ça c'est parce que c'est pas assisté. Si c'était assisté, t'aurais déjà beaucoup plus flotté et t'aurais commencé à faire un peu d'huile. Ok. Et t'as des pneus diagonaux. Donc imagine avec des bons pneus radio récents, c'est pas ridicule, même pour une voiture de 60 ans. Tu vois? Ah, c'est vrai. Presque. Alors le volant, comme il est petit et qu'il est tout fin, et là moi je l'ai sur le bout des doigts, alors je sais pas trop comment ça se conduit normalement, plus avec les mains là-haut. Oui, comme ça. c'est 10h10 de toute façon, c'est comme à l'école. Comme à l'école de conduite. Les gars à l'époque avaient quand même des couilles quoi. Et là si je le prends un petit peu en rond-point, on sent que la voiture elle prend pas trop de roulis en plus. Hein. Non, c'est les pneus qui font le roulis en fait, tu les entends d'ailleurs. Ouais, carrément, c'est vrai. Ouais, c'est assez bluffant. Et donc si je retourne ici à droite, ça fait quand même les bras. Hein. Et si on accélère un peu, on sent que c'est plaisant, ça y va gentiment, mais ça y va en fait, et c'est constant. En fait, c'est une accélération très linéaire. Exactement, très linéaire. Ah, c'est très sympa. J'aime beaucoup. Tu vois, les suspensions sont quand même assez dures. C'est vrai. Pas non plus, t'as pas la sensation de flottement. Ouais, comme si beaucoup là, je fais par exemple des gauches-droites, c'est vrai que la voiture un petit peu, on sent que les pneus c'est les pneus qui se déforment, exactement, c'est les pneus, tout à fait. Mais la suspension est pas mal quoi. Bah, tout est récent, hein, encore une fois, c'est une voiture restaurée. Hein. Complètement. Ah, ça donne envie de partir se balader avec ça. Hein. Et c'est vrai que ça existait aussi en cabriolet. Donc exactement. on profiter les cheveux au vent. Ouais. Le cabriolet, évidemment, comme tous les cabriolets des années 50-60, était un peu moins rigide, bien sûr. C'est pas ce qu'on lui demande en même temps. Mais sur une auto comme ça, quand tu l'as bien en main, c'est pas ridicule. Ah, complètement. Ah, c'était quand même de sacrés pilotes à l'époque, hein, les mecs. Il n'y avait pas le choix, il n'y avait rien d'autre. Ça, c'était le top à l'époque. Faut pas oublier.
c'est l'équivalent d'une C8 aujourd'hui, au niveau esprit, qualité, prix. Hein, t'es quand même dans la supercar américaine. C'était ça, hein. Une C2, c'était la supercar américaine. Tu compares avec ce que faisait Ferrari, par exemple, qui étaient des autos formidables, mais ça sortait 250 chevaux, ça faisait 100 chevaux de moins, tu vois ce que je veux dire. Donc le rapport aussi puissance-époque, il est exceptionnel. Même la cylindrée, Ferrari à l'époque c'était des 2 litres 5, 3 litres. Bien sûr. Là on a 5 litres 7, 5 litres 3. C'est énorme. Exactement. Et c'est ça qui te donne ce couple, cette allonge. Bien sûr. Parce que même là je suis encore un petit peu au-dessus de 1500 tours minute et je sens que dès que j'appuie, il se passe quelque chose. Pourtant je suis en 4ème, c'est le dernier rapport. Alors c'est vrai que certaines voitures, tout ce qui est turbo, à ce couple-là, vous appuyez, il se passe rien. Ouais, bien sûr. Mais ça, c'est les turbos des années 80. Carrément. Les vieux turbos, ce qui est un autre monde et qui est pour moi très intéressant aussi. Mais après, c'est le... Comme ça. Ça se déclencher, c'est vrai. C'est ça. C'est jouissif au possible. Mais c'est autre chose, évidemment. Mais là aussi, on a ce plaisir de... Là, t'as le bruit, surtout. Quand t'as les 4 carbus qui s'ouvrent, t'entends ce grondement derrière, que là, tu ne fais pas trop. Mais... c'est autre chose, mais c'est tout aussi excitant, bien sûr. Et que moi, ce que je préfère dans une voiture, les gros moteurs, c'est toujours la plage entre 1500 et 3000 tours. Ouais. Là où c'est bien rauque. Oui, bien sûr. Alors j'aime bien aussi un V12 qui hurle à 7000. Oui. Mais j'aime bien cette plage souvent où on entend ce... Là, cette partie-là. Et tu sens que ça va t'emmener, que petit à petit, ça va s'énerver. Bien sûr. Comme un bateau. Ouais, c'est ça, ça reste calme, mais en même temps, tu sais que le moteur est là et qu'il y a du coup. Ouais, bien sûr. C'est cette petite plage-là que j'aime. Et je pense que c'est la plage que tu vas exploiter le plus avec ce genre de voiture. Évidemment, bien sûr. Donc, non, c'est vraiment agréable. Bon, on va aller faire un petit bout où ça va rouler un petit peu plus, voir sur l'autoroute ce que ça donne. Bien sûr. Et sur une petite route où il n'y a personne, on va se tester une petite accélération, voir ce que ça donne, ces petits moteurs d'époque. Plus comme celui-là a été refait, il tourne super bien. Par contre, t'es en 3ème. Si tu veux un peu, faut te mettre en 2ème. Là, on va essayer, donc on se remet en 2. Je vais pas vous faire un départ arrêté parce que bon, c'est un petit peu galère avec ces voitures. Et là, je suis en 2. Allez, c'est parti. Ça monte. Regarde. On a perdu un coup. Non, ça pousse quand même pas mal. Et encore, on pouvait monter jusqu'à 6500 tours. Là, j'ai arrêté à 4500, 5000. Bah oui, mais le moteur, il est fait pour ça, pour le coup, là. En fait, il y a de l'allonge, quoi. Il y a du couple. Et en plus, il y a de l'allonge, quoi. On a tellement d'allonge qu'on aurait perdu le rétro. Ouais, bon. Il est pas d'époque. Enfin, non, il est d'époque, il est pas tout récent. Donc, il a perdu un petit peu... de sa rigidité. Voilà, c'est juste... C'est pour dire que l'accélération était quand même assez intéressante. Effectivement. Mais si on relance encore une fois... c'est coupleux et ça y va, ça nous emmène... Ça va pas vous chambouler parce que ça va être ultra impressionnant. Non, mais pour une auto de 60 ans, encore une fois. Carrément, pour une auto de 60 ans, il y a du couple et ça emmène. En fait, c'est surtout le plaisir qu'on va prendre à accélérer et à avoir en fait, cette grande allonge. Cette grande allonge, exactement. Et ça y va, ça y va. L'accélération est supérieure à la montée du régime moteur, en fait. Complètement. Et ça, l'avantage de ces gros moteurs et avec ces boîtes, souvent ce qu'on voit sur les américaines, c'est justement en fait la vitesse qui monte quasiment en même temps que le contour, parce qu'on a des boîtes très longues et en plus comme on a la puissance, ça doit les emmener, quoi. C'est même pas le rapport de boîte, parce que les boîtes sont pas si longues que ça. C'est vraiment le couple moteur et le fait que ça soit un 8 cylindres. C'est comme les 12 ou les 10. Là, pareil, c'est beaucoup d'allonge par la cylindrée. Alors quand tu vois les constructeurs modernes qui te font du downsizing, justement, c'est tout l'inverse. Ouais, c'est sûr. C'est l'allonge, tu l'as plus. Hop. Bon, allez, on ferme les fenêtres pour vous montrer ce que ça donne sur autoroute, parce qu'on peut forcément y aller. Allez, si j'accélère un petit peu. Ça y va bien. Je l'ai dit. C'est plutôt agréable. Est-ce qu'il existait la clim en option quand même à cette époque-là? Non, pas dans cette année-là, non. Ok. Ça pouvait être rajouté après par le concessionnaire, mais ça pesait un âne mort, parce que le compresseur était énorme. Et ça pouvait déséquilibrer la voiture, en fait, presque. D'accord, à ce point-là. Le compresseur, il était facile gros comme ça. Ok.
Mais c'est vrai qu'il fait un petit peu chaud Oui, en été. mais c'est le jeu. Voilà. C'est le jeu. Là, on ferme juste parce qu'il faut filmer. Sinon, Ouais, c'est ça. On laisserait ouvert. Voilà, on aurait laissé ouvert. Et même quand il fait chaud, en laissant ouvert, ça reste Dans agréable. l'embrayage, tu patines trop, tu patines beaucoup trop. C'est pas facile au début quand même de gérer ces Ah oui, mais t'as voulu conduire, mon petit bonhomme. Donc il faut t'adapter, il faut apprivoiser la voiture. Mais c'est vrai que ça reste quand même très agréable. Je pense qu'une fois qu'on l'a bien en main, Exactement. ça doit être un régal au quotidien. Exactement. Quoi. Je pense que même, c'est une voiture qu'on pourrait prendre tous les jours. Alors peut-être pas pour aller bosser, mais si on est à la retraite, se dire bon, bah, allez, pour aller se balader, se faire un petit tour à gauche, Après, à vu droite. le prix qu'elle vaut quand même, ça serait dommage de se la faire rayer par un jaloux ou Effectivement. par quelqu'un qui ne te voit pas arriver, qui te rentre dedans. Mais bon, après, Parce que là, niveau prix, donc on a dit celle-ci c'est environ 150 000. 150 000, ouais, tout à fait. Une cabriolet, c'était un petit peu moins cher. C'est moins cher, ouais, on était dans les 80, entre 80 et 100 selon les versions. Et une coupée en normal, sans C'est pareil, prix d'autre. dans les 70-80. Ok. 80, 90 pour les dernières générations. 66, 67 sont un peu plus chers. Avec le small block. Si D'accord. tu vas dans les big blocks après, alors là c'est minimum, grand minimum 100 000, voire entre 100 et 150. C'est-à-dire le prix de celle-là. Ok. Et la cote fait que monter en plus en ce moment. La cote ne fait que grimper, exactement. Ok. Aux États-Unis, moi j'achète tout ça aux États-Unis bien sûr, les prix sont supérieurs au prix français, D'accord. à une voiture équivalente. Donc heureusement j'ai un réseau d'amis là-bas, donc je tape dans leur stock, celle-ci en fait partie. C'est une voiture que je connais depuis 10 ans, minimum 10 ans, Ok. que j'ai vu, restaurer, etc. Et quand mon ami m'a dit tiens je vends la Split, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit oui, bien sûr, je la connais bien, je sais très bien comment elle est. Mais c'est difficile de trouver des belles voitures pour le marché français qui soient pas au top du prix américain qui devient invendable en France. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Sûr. Donc 150, on est dans une belle marge de prix, mais tu prends une Split Windows aux États-Unis, c'est déjà 150 000, 160, 170 000 dollars là-bas, avec la parité actuelle du dollar par rapport à l'euro, plus le transport, les douanes et tout. Ouais. Bon, t'arrives à des voitures de 100 000 ici, quoi. Ça devient fou. Ouais, c'est sûr. Mais bon, 150 000, là, on a une belle voiture, une Exactement, belle voiture voilà. de collection. Là tu es dans un tarif complètement contenu, il y a un rapport prix-prestation exceptionnel, bien sûr. Et puis, enfin, on a quand même une voiture qui a de la gueule en plus. En plus, évidemment, mais comme toutes les américaines des années 60-70, tu regardes bien, jusqu'à 72. Ce plaisir, quoi. Exactement. Là, par exemple, on a 100 km/h. Il y a un petit peu de bruit, il y a le bruit moteur. Il n'y a il y a pas le tant de bruit bruit. roulement. Voilà, il n'y a pas tant de bruit du vent que Ouais. ça ou quoi que ce soit. Non, Mais t'entends plus les roulements. c'est vrai. Les roulements du pont et des roues, évidemment, parce que les pneus font du bruit, parce que c'est des diagonaux. Mais c'est pas... On n'est pas obligé de crier, quoi. Ah, c'est vrai. Et enfin, on peut faire de la route. Enfin, limite, Oui. je me dis, je peux partir en Bien sûr, vacances et faire 300-400 km. Enfin, sûr. moi, je sens que je suis bien à l'intérieur. Il y a de l'espace. Exactement. Toi, t'es grand en plus. Tu fais quoi, 1m90? Ouais, 1m90. Moi, je suis 1m80. Regardez, il me reste encore plein Ouais, il d'espace. reste de la place, ouais, tout à fait. Et on est bien. Et surtout, je peux charger plein de choses à l'arrière. Je pense que même pour aller se faire un petit rallye touristique, ou Ouais, autre, exactement. ça va être hyper Ouais, agréable. exactement, c'est sa vocation. Et si on met un petit peu plus de vitesse, on va se mettre à 130 sur l'autoroute, donc on contrôle la vitesse, hein. On va monter un petit peu. Donc toujours en quatrième, ça pousse, c'est agréable. Là on suit les autres. Voilà, on a le bruit du moteur, on Ouais. entend la mécanique, Ouais, bien sûr, on entend que ça exactement. travaille. Il y a peu d'insonorisants, donc tu entends tout. Mais c'est pas comme certaines voitures plus sportives. Là, on est quand même, encore une fois, dans la supercar. Il faut pas oublier, on a une carrosserie en fibre aussi. Exactement. Ce qui joue et on n'a pas les insonorisants, tout ça. Mais non, moi je trouve ça hyper agréable. Franchement, C'est pour ça qu'elle a ce succès et qu'elle a ce prix. Parce que Mais ça je- reste une voiture utilisable dans de bonnes conditions atmosphériques comme ça. C'est une voiture où tu peux rouler longtemps et loin, quoi. et je pense que je vais te déposer là. Et je vais repartir je pense avec. pas. Non, tu Je veux pense pas, pas. Non, ça marche pas. Non, parce qu'on va se fâcher et tu vas avoir mal. Ah, mince. Et oui. Non, Donc- tu veux la récupérer. Exactement. Ah, flûte. Pour ta santé, Ah. c'est mieux que je la récupère. D'accord. Bon. On va te voir la rendre, malheureusement. Bon, allez, on vous fait un petit débrief en retournant Exactement. au garage Classics. Bon, nous voilà revenus au showroom de American Cars Classics. Et comme vous pouvez le voir, voilà, on a quand même déjà une belle panoplie. Alors, il y en a encore à l'extérieur un petit peu partout. Notre C2 Split Windows, on en a une autre ici, une C2, mais avec la vide normale. Et là, une belle C1
pourquoi pas essayer un jour? Dites-moi dans les commentaires si ça vous tente. On pourra peut-être un jour faire des tests de ça ou d'autres, hein, s'il y a des véhicules qui vous plaisent. American Car City, ils sont très sympas et ils valent bien qu'on vous offre du contenu. Et ça fait plaisir qu'ils me fassent confiance comme ça, de pouvoir essayer leur voiture. Et vraiment, c'est du régal. Comme vous avez pu le voir, c'est une vraie voiture passion. C'est pas une voiture moderne et justement c'est ça qu'on veut, on veut du bruit, on veut de la sensation, on veut de l'odeur, on veut du toucher, du feeling et c'est tout ce qu'on va retrouver avec cette voiture. Le côté un petit peu exclusif de cette split windows, puisque ça commence à devenir un petit peu plus rare. Après, là, on a celle-ci avec la vitre normale, mais c'est vraiment une auto plaisir. Et je pense que tout ce qu'il y a là, au final, hein, ce sera aussi des voitures plaisir. On va avoir de la sensation de bruit, des vibrations et tout ce qu'on veut sur une voiture. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes plutôt voiture récente ou vous aimez bien ce genre de voiture vraiment plaisir? Et surtout, les américaines, ça n'a rien à voir avec les européennes qui avaient des plus petits moteurs ou des turbos. Là, on a vraiment des gros blocs. Pourquoi pas un jour essayer le 7 litres? Ça aussi, les 7 litres, c'est la folie. Enfin, des moteurs 7 litres. Tout ça sous le pied droit. 7 litres, c'est des choses inconcevables en France. Je pense que même ici, on n'a quasiment jamais fait ça. Hein. Bon, merci encore une fois American Car City Classics. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Un petit pouce bleu comme ça si vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce qui vous a plu. Vous, quel est le type de voiture de collection qui vous plaît plus et pourquoi pas essayer de le faire. Allez, à bientôt. Ciao.